Vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maud Sibonnet. Elle est l'autrice d'Involontaire au JO, récit d'un conflit du travail gratuit. C'est publié aux éditions Textuelles. Maud est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Maud, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur les JO ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, je n'avais pas envie de travailler sur les JO au départ. Donc moi, je suis sociologue du travail, mais j'ai beaucoup travaillé la question du bénévolat pendant 20 ou 30 ans, mais justement pas dans le secteur du sport parce que je crois beaucoup à la division du travail sociologique et qu'on avait des chercheurs et chercheuses en France spécialisés dans la question du monde associatif sportif, du bénévolat sportif, même certains comme Sébastien Furiel qui avait déjà travaillé sur les Jeux Olympiques. Donc, ce n'était pas du tout un sujet qui était dans ma ligne de mire, en fait. J'ai vu passer la construction des JO sans trop prêter attention à ça. Et en fait, l'envie, elle est venue de la découverte d'une mobilisation autour de la pratique bénévole pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une mobilisation que j'ai découverte plus d'un an, en fait, avant la tenue des Jeux, donc au printemps 2023, au moment où le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques lance son appel à candidature. Et il lance un appel à candidature pour 45 000 donc, volontaires pour les Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, donc, il y a des réactions qui viennent notamment d'associations écologistes qui dénoncent ce statut en disant « mais en fait, c'est du travail dissimulé, c'est pas du vrai bénévolat ». On critique cela et même on va aller plus loin, on va proposer pour celles et ceux qui, comme nous, critiquent et dénoncent les saccages ou les conséquences des Jeux Olympiques, on va leur proposer de s'infiltrer dans les Jeux Olympiques, donc de proposer leur candidature à ce programme de recrutement de 45 000 volontaires et de dénoncer les JO de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que pendant mes 25 ou 30 années de travail sur le bénévolat, je n'avais jamais vu. C'est-à-dire cette espèce de prise en compte de la pratique bénévole comme une forme de contestation politique, c'est-à-dire on va entrer par le bénévolat dans un événement qu'on veut contester et on va contester même la manière dont le bénévolat est organisé. Et du coup, ça a attiré mon attention, ma curiosité, j'ai contacté le collectif et puis j'ai démarré l'enquête comme ça. On va commencer par la lecture d'un extrait, si tu veux bien. C'est au mois d'avril 2023 que démarre la contestation autour du recrutement de 45 000 bénévoles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un mois environ après l'ouverture officielle par le COJOP de la campagne de candidature au programme de volontariat. Cette contestation ne démarre pas depuis un, mais depuis deux foyers bien distincts. Un collectif écologiste d'une part, dont une partie des membres les plus mobilisés sur ce dossier sont syndiqués à Solidaire, des inspectrices du travail syndiquées à la CGT de l'autre. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment donc, où la question du bénévolat devient un sujet de conflit public ? Oui, ça devient un sujet. Donc c'est à ce moment-là, juste après finalement l'appel lancé par le COJOP, donc pour recruter, c'est le terme, c'est pas moi qui l'utilise, c'est le terme qui est utilisé pour recruter 45 000 volontaires pour les JO. Et donc il y a un premier foyer que j'identifie, donc qui est celui de ce collectif Saccage 2024, donc qui depuis plusieurs années en fait, depuis la Seine-Saint-Denis, dénonce les conséquences écologiques, environnementales, mais aussi sociales, économiques, sécuritaires des Jeux Olympiques et va donc s'attaquer ou s'attacher à cette question du volontariat en pointant à la fois qu'on est dans du travail dissimulé, c'est les termes qu'ils vont utiliser, et en proposant d'en faire donc un soutien de mobilisation contre les JO. Donc ça, je vais le repérer assez vite et je vais donc commencer les entretiens et suivre cette mobilisation. Mais quelques semaines ou quelques mois après, je vais me rendre compte qu'il y a un deuxième foyer de contestation aussi, qui au départ est séparé, qui vient des inspecteurs et inspectrices du travail, et notamment d'inspecteurs et inspectrices du travail syndiqués à la CGT, qui vont publier des notes sur le travail pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc, à partir des documents qui circulent à ce moment-là, sur plein d'enjeux, donc que ce soit les textes de loi, mais que ce soit aussi pour la question du bénévolat, la charte du volontariat qui a été publiée par le COJOP, et ensuite un rapport qui a été publié, un guide qui a été publié par le ministère du Travail, par la délégation générale du travail du ministère du Travail, sur les bonnes pratiques pour recourir au bénévolat pendant des grandes manifestations sportives. Les inspecteurs du travail vont se pencher en fait sur ces textes et vont sonner l'alarme en disant « Attention,
On n'est pas juge, on n'est pas devant un tribunal, on verra comment ça va se passer le jour J. Mais nous, inspecteurs du travail, quand on lit la manière dont les institutions proposent d'organiser le travail volontaire aux Jeux Olympiques, ça a l'air quand même très fortement de reprendre tous les indices de ce qu'on appelle une relation de subordination. Et la relation de subordination, dans le droit du travail français, elle implique nécessairement qu'il y ait un contrat de travail, quoi qu'en pensent les participants à cette relation, à cette activité. Et donc, l'inspecteur du travail lance l'alerte là-dessus, comme sur plein d'autres points. Moi, je me suis intéressée à ça, mais sur plein d'autres points de plein d'autres enjeux du travail pendant les JO, mais il lance l'alerte là-dessus. Et il lance l'alerte sur ce qu'ils appellent un faux bénévolat soutenu par l'État, parce qu'ils disent ce qui est très dangereux, c'est que cette dérogation finalement au droit du travail, elle est couverte par le texte qui est publié par la Délégation générale du travail, qui vient en quelque sorte normaliser ces conditions en dehors du droit du travail. Et alors justement, cette alerte dont tu parles contre cette forme de bénévolat qui n'en est pas, selon ton ouvrage, elle a été très marginale dans l'espace public. Pourquoi est-ce que ça a eu autant de mal à s'imposer ? Alors, elle est marginale, mais pas tant que ça quand on regarde par rapport à d'autres événements. Finalement, c'est quand même une des premières fois qu'il y a un conflit sur ces questions-là, qui arrive dans les médias, qui arrive sur la place publique. On n'a pas beaucoup d'exemples. Moi, j'avais suivi avec d'autres collègues, Fanny Gallo, Ève Murray-Canfort et Julia Mancitieri, la mobilisation des couturières bénévoles pendant le Covid, qui avaient produit au départ beaucoup de masques, et puis qui, à un moment donné, avaient dit « ça suffit ». En fait, pourquoi est-ce qu'on attend de nous qu'on arme toute la population ? On l'a fait au début, par solidarité, c'est normal. On l'a fait pour nos proches, pour les hôpitaux, Mais à un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut pas juste demander aux femmes de produire comme ça indéfiniment et infiniment des masques pour équiper toute la population. Il faut lutter contre cette industrialisation du travail gratuit des femmes. Donc, il y a déjà eu des mobilisations comme ça, mais elles n'ont pas forcément été si fortement soutenues. Donc là, quand même, il y a des articles dans la presse qui vont relayer, notamment la mobilisation des involontaires, et de Saccage 2024, mais effectivement parfois de manière assez dramatisée, c'est-à-dire plutôt que de retenir le point juridique qui me semble extrêmement important, on va plutôt retenir l'entrisme, ces faux volontaires qui risquent de faire sauter les JO de l'intérieur, parfois de manière très dramatisée, où on va mettre des photos de Black Bloc à côté, etc. Donc c'est comme si on avait voulu dramatiser un petit peu la question en opposant souvent les vrais bénévoles des JO, tout sourire, petites mains très heureuses, et de l'autre côté ces mauvais ou ces faux bénévoles malveillants qui risquent d'attaquer les JO de l'intérieur. Mais on n'a pas pris très au sérieux, effectivement. Mais bon, c'est quand même relayé. Ce que je montre dans l'ouvrage, c'est une chose importante, je crois, c'est que, et tu l'as redit tout à l'heure, c'est que aussi loin que puissent sembler ces deux foyers de la contestation, des inspecteurs du travail qui défendent le droit du travail d'un côté, des collectifs écologistes plutôt sur la question de l'environnement, etc. de l'autre, la contestation qu'ils et elles vont porter est portée par des syndicalistes des deux côtés. Donc ce sont des syndicalistes de la CGT du côté des inspecteurs du travail, de Solidaires du côté des militants écologistes, qui vont percevoir cet enjeu juridique en fait, des frontières du travail et qui vont porter la contestation. Mais pour que cette contestation, elle arrive vraiment sur la place publique, qu'elle devienne une affaire, il aurait sans doute fallu qu'elle soit portée plus fortement par le mouvement syndical français. Et là, il y a eu une tension que je raconte un petit peu dans l'ouvrage, sinon un clivage, on pourrait presque dire, où effectivement une partie des têtes syndicales ou des grandes fédérations n'ont pas porté cette contestation, ont même en quelque sorte peut-être déconstruit un petit peu la portée de cette contestation. Ça mérite effectivement d'être interrogé, d'être questionné. Il y a eu la figure effectivement de Bernard Thibault qui participait à représenter effectivement les syndicats à l'intérieur du COJOP et qui a soutenu le volontariat au JO, tout en ayant entendu cette contestation, puisqu'il la reprend un petit peu dans son livre. Il dit certains soulèvent cette question, c'est une question légitime. Mais voilà, l'argument qu'il pose, lui, c'est de dire le bénévolat, c'est une lutte contre la marchandisation du monde sportif. Il ne faut pas prendre le risque qu'il y ait une requalification, parce que si on requalifie là, peut-être que ça va ouvrir la porte à des requalifications pour les petites associations dans le monde du sport. Et là, c'est tout qui dégringole, effectivement. Donc c'est un argument qu'on entend souvent et que, quelque part, ce livre veut contester un petit peu, en soulignant que peut-être que la question de la pratique bénévole aujourd'hui, c'est pas juste une question d'engagement et de citoyenneté, mais ça devient aussi une question de travail gratuit et qui, à ce titre, doit interpeller
le monde syndical. Mais justement, ce travail, il était de quel type pour ces 45 000 bénévoles en quelques mots? Il est très vaste, en fait. Il y a eu vraiment des champs de missions différents. Quand la charte du volontariat est publiée, il y a les droits et les devoirs du bénévole qui sont définis par le comité d'organisation des Jeux. Et ensuite, il y a plus de 60, je crois 70 missions de bénévolat. Je dis indifféremment bénévolat et volontariat parce que, en toute rigueur, au regard du droit français, on devrait dire bénévolat aux Jeux Olympiques. Parce qu'on a un statut en France de volontaire qui est lié au service civique, qui donne droit à une indemnisation et à certains droits sociaux. Et là, on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment dans du bénévolat au regard du droit français. Mais sans doute pour des raisons symboliques, le comité olympique a préféré parler des volontaires des JO. Mais voilà, en toute rigueur, on devrait dire les bénévoles des JO. Donc les bénévoles des JO, il y a une soixantaine de missions. Donc il y a des missions en direction des acteurs des Jeux, donc par exemple en direction des athlètes, en direction des familles des athlètes, en direction du public. Il y a des missions en direction de la performance des Jeux, donc par exemple sur les terrains, mesure des performances sportives, etc., dans les vestiaires. Il y a des missions beaucoup plus logistiques. Donc il y a vraiment un panel extrêmement large de tâches et de missions qui sont proposées, avec même des grades, j'ai envie de dire, différents, parce que pour certaines missions, il y a aussi des team leaders, donc des bénévoles qui sont chargés de coordonner d'autres bénévoles et de faire un petit peu le lien entre les équipes de bénévoles et les coordinateurs salariés. Donc on a aussi des chefs de bénévoles, comme me diront certains des interviewés, et leurs missions sont définies explicitement dans la charte. Alors, il y a un point très important dans le livre sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est que dans le débat public, on entendait souvent l'argument suivant: personne n'est obligé de devenir bénévole. Pourquoi, selon toi, cet argument, il ne suffit pas à régler cette question? C'est un argument extrêmement important. C'est un argument que moi j'ai beaucoup entendu aussi, mais même de mes proches, par exemple, qui disaient: mais pourquoi tu travailles là-dessus? C'est quoi le problème avec le bénévolat pour les JO? Puisque personne force les gens. Ils ont choisi, c'est la volonté individuelle, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, moi je ne suis pas juriste et je ne suis pas spécialiste de droit, mais à force de travailler sur le bénévolat, j'ai quand même pas mal travaillé sur les questions de requalification, sur le droit du travail bénévole, sur la jurisprudence là-dessus. Ce qui est très intéressant avec le domaine du droit, c'est que le droit s'en fiche pas mal de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Le droit regarde objectivement des critères qui définissent une relation, en fait. Et donc, vous pouvez très bien vous dire: mais moi je me sens bénévole, j'ai choisi d'être là, je ne veux pas être payé. Et puis la personne pour qui vous faites votre bénévolat dit la même chose: mais nous on veut des bénévoles, on fait bien attention, etc. Si ça arrive devant un tribunal et que le juge considère qu'il y a tous les éléments d'une relation de subordination, quelle que soit votre volonté, ça sera requalifié, que vous le vouliez ou non. Donc le droit, il définit, en fait, c'est une institution, il définit un ordre juridique qui pose une frontière entre ce qui doit relever du contrat de travail et ce qui n'est pas obligé d'en relever. Et c'est là que se définit donc l'espace du travail bénévole. Du coup, c'est extrêmement Mais moi, je prends souvent l'exemple, pour cet argument, on pourrait dire, par exemple, tu adores ton patron, tu voudrais venir travailler gratuitement pour lui tous les jours, même le dimanche. Non, le droit du travail va te dire, non, tu peux pas. Parce que le droit du travail organise un ordre social où il y a des frontières. Donc, la volonté face au droit, ça suffit pas. Le droit, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire d'organisation d'un ordre social, voilà, qui pose des frontières. Donc ça, c'est une première limite qu'on peut regarder d'un point de vue juridique, ou en disant, effectivement, les gens pourraient très bien choisir, avoir envie. Pour autant, ils peuvent être dans l'illégalité ou ils peuvent être en dehors, en tout cas, du droit du travail. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas, d'un point de vue juridique, poser la question que du côté de celles et ceux qui font du bénévolat, mais aussi, évidemment, la question doit être posée du côté de celles et ceux qui utilisent le travail bénévole. Donc, ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question, moi je dis souvent, il faut tourner le projecteur depuis les bénévoles jusqu'aux employeurs. Parce que la vraie question, quand on requalifie une relation qu'on croyait être bénévole en contrat de travail, on ne requalifie pas que des bénévoles en travailleurs, on requalifie aussi des employeurs. Exactement. Donc je pense que le droit nous dit aussi ça, et c'est très important. Et requalifier en employeur, c'est remettre l'employeur face à ses responsabilités. Ça veut dire rappeler qu'il y a des institutions dans le travail et donc il faut payer des cotisations sociales, payer un salaire, voilà. Donc c'est requalifier des deux côtés. Et je pense que ça, c'est très important. Il y a un autre niveau qui serait presque plus dans mes critères ou dans mes compétences à moi, qui est la question pas simplement juridique, mais qui est la question sociologique.
qui est la question de la volonté individuelle. À quel moment on décide qu'on est dans une libre volonté quand on arrive justement, et je pense que j'essaye de montrer ça aussi dans le livre, dans un moment du fonctionnement du marché du travail dans lequel la pratique bénévole devient un passage presque obligé, ou en tout cas attendu, pour toute une partie des études, mais aussi de l'obtention de certains postes. Il y a toute une économie de la promesse, une économie de la preuve, une économie du tremplin qui fait fonctionner aujourd'hui les marchés du travail, qui a été documentée par d'autres chercheurs et chercheuses et dans laquelle moi je m'inscris depuis plusieurs années aussi, avec ce concept par exemple de Hope Labor qui nous vient de sociologues américains au départ des industries créatives qui disent le Hope Labor c'est je travaille gratuitement aujourd'hui dans l'espoir de décrocher le boulot de mes rêves demain, avec cette promesse qui fonctionne que si je mets ça sur mon CV, si j'ai cette expérience-là bénévolement, alors peut-être j'ai plus de chances de trouver le boulot de mes rêves. Donc la question aussi, elle est à poser sociologiquement aussi, c'est-à-dire c'est quoi les limites du libre choix quand on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi une attente de toutes ces expériences bénévoles dans la construction des CV, des trajectoires éducatives et professionnelles. On va parler de cet aspect expérience finalement parce que tu soulignes quelque chose qui est quand même assez paradoxal, à savoir que beaucoup de bénévoles disent quand même avoir vécu une expérience incroyable et qu'ils ont appréciée, tout en exprimant quand même des critiques sur les conditions, pas de bénévolat, mais de travail du coup, qu'ils ont connues. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette ambivalence ? Alors, je pense que c'est aussi un point central pour moi du livre, parce que le risque souvent, c'est qu'on passe de « mais je vois pas le problème puisque les gens choisissent » à « mais enfin, les gens sont idiots, pourquoi ils vont faire ça gratuitement, ils se font avoir, ils se font exploiter ». Et je pense qu'il faut dépasser cette opposition binaire parce qu'elle ne prend pas au sérieux cette dimension du travail, elle ne la prend pas suffisamment au sérieux. Moi, je m'inspire beaucoup dans mon travail depuis un petit moment des analyses féministes du travail. Les analyses féministes du travail, elles nous ont apporté plein de choses, mais notamment cette idée qu'il fallait se méfier des frontières du travail, que c'était toujours un enjeu politique, que toute une partie du travail que le capitalisme avait assigné aux femmes, le travail de soins, le travail domestique, le travail ménager, le travail de reproduction de la force de travail, qui était un travail indispensable au fonctionnement aussi bien des sociétés que de l'économie, eh bien, ce n'était pas considéré comme du travail parce que c'était de l'amour, c'était de la féminité, c'était de la bienveillance, c'était tout ça. Donc, les féministes nous disent depuis le début, méfions-nous des frontières du travail, regardons les formes de travail invisibilisées comme telles, mais elles nous montrent que justement, dans ces opérations-là d'exploitation qu'il peut y avoir, on s'approprie finalement des formes de travail qui ne sont pas reconnues et donc pas payées et pas instituées comme telles, c'est des formes de travail qui sont faites au nom de valeurs. Donc, de la même manière que je pense que c'est quand même très compliqué d'aller reprocher, quand on parle d'exploitation du travail domestique, d'absence de répartition des charges, de reprocher l'amour ou les liens affectifs. Évidemment qu'il y a des liens affectifs dans le travail domestique, évidemment, et ce n'est pas pour autant que ça ne pose pas des enjeux en termes de domination, d'exploitation, etc. Il me semble que c'est de la même manière qu'il faut regarder aujourd'hui ces questions de travail gratuit en dehors de la famille, mais dans des sphères publiques comme le bénévolat, où effectivement, c'est du travail au nom de la passion, c'est un travail idéal, c'est du love labor, comme disent les féministes. Moi, je dis finalement, pour ces jeunes bénévoles que j'ai interviewés, ce travail bénévole au JO, quand ils sont souvent en études dans ces milieux-là, qu'ils ont une pratique sportive, que c'est le boulot rêvé. C'est un boulot rêvé que peut-être ils adoreraient faire en étant aussi payés avec des droits sociaux et salariaux, sauf qu'on ne leur propose pas ça aujourd'hui sur le marché du travail. Donc voilà, il y a cet engagement très fort, ces affects, ces valeurs, etc. Mais en plus, ce n'est pas simplement du love labor, c'est aussi du hope labor, puisqu'il y a eu toute une économie très très officielle de la promesse là, qui a été mise en place au JO, avec évidemment des discours d'Emmanuel Macron sur on va vous permettre de faire fructifier ça, mais aussi des badges, avec des endossements qui sont faits par les grandes entreprises, des compétences France Travail qui sont reconnues aux volontaires, etc. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir faire fructifier aussi, dans sa propre trajectoire, ce bénévolat. Donc en fait, quand on regarde les choses du point de vue de ces volontaires-là, on comprend pourquoi ils et elles sont volontaires, on comprend aussi pourquoi ils aiment cette organisation du travail bénévole qui a été très bien managée pour faire en sorte qu'ils reviennent tous les jours, puisque personne ne les oblige effectivement à revenir. Donc il y a tout un management des volontaires qui fait en sorte qu'un bénévole ne s'ennuie pas parce qu'il faut qu'il revienne le lendemain, etc. Mais par ailleurs, le deuxième temps, effectivement, c'est que pour autant, ils perçoivent, et c'était pour moi un peu une surprise de l'enquête, à quel point même dans ceux
et celles qui tiennent les discours les plus enthousiastes et qui re-signeraient une deuxième fois ou une troisième fois pour faire ces jeux, comme ils disent, eh bien, il y a plein de questions sur les frontières du travail, le droit du travail, le droit des bénévoles. Donc, ils me disent, par exemple, moi, ça va, j'étais dans le boulot que je rêvais de faire avec les athlètes de mon sport préféré, donc ok. Mais ma sœur, elle a plastifié des accréditations pendant 2 semaines. Franchement, ils n'auraient pas pu payer des gens pour faire ça. Ou, moi, ça va, j'ai choisi de le faire, ok. Mais à un moment donné, quand je prends ma pause et que je m'assieds par terre sur les coussins du village olympique et qu'on vient me dire « Non, non, les volontaires, ils n'ont pas le droit de s'asseoir par terre », et que je suis en pause et que je suis là tranquille et qu'il n'y a personne d'autre assis sur les coussins, et qu'on m'envoie quelqu'un de la sécurité pour me dire « Non, tu te lèves, tu n'as pas le droit de t'asseoir là », je ne comprends pas pourquoi on traite les volontaires comme ça. Donc, il y a en fait en permanence, ici et là, des contestations, des mises en doute, des questionnements sur ces frontières du travail qui ont été posées aussi depuis ces actrices passionnée par les jeux, ce qui fait que j'ai terminé le bouquin en disant je suis partie d'une contestation extérieure très construite, très politique, etc. Mais j'en ai trouvé une aussi à l'intérieur de la pratique, une mise en doute, un questionnement, ce qui fait que pour moi, on arrive à une forme de tension entre une institutionnalisation qui est aujourd'hui très très forte du coup, de ce travail gratuit tel que ça s'est produit aux Jeux Olympiques, mais peut-être tellement forte qu'il commence à y avoir des failles et que ça ouvre des questions, des interrogations, même depuis celles et ceux qui ont toutes les bonnes raisons de le faire et d'aimer le faire. Eh ben, justement, tu fais bien de souligner le fait que peut-être au détriment du volet un petit peu juridique, on a beaucoup mobilisé cette question d'affect avec cette idée que sans vous, et là en s'adressant aux bénévoles, sans vous, rien ne serait possible. Alors effectivement, sans eux, rien n'aurait été possible. Est-ce que toi, dans ton enquête, ça a changé ta façon de voir ce genre de grands événements ? Alors peut-être que les syndicats, tu le disais un peu, est-ce qu'ils ont peut-être raté un petit peu ce rendez-vous ? En tout cas, est-ce que pour toi, ça peut être un point de changement sur l'appréhension d'abord de ces grands événements et dans l'absolu du travail gratuit, du bénévolat ? Oui, moi j'étais surprise d'une chose, c'est exactement ce que tu évoquais, c'est qu'il a été répété en permanence et c'était une manière de mobiliser aussi beaucoup les bénévoles, mais d'ailleurs pas que les bénévoles, il y a aussi les salariés qui ont aussi une part de travail gratuit, je le raconte un peu dans leur travail pour les Jeux Olympiques, cette histoire qu'on n'aurait pas fait ça sans vous, hein, donc voilà, c'est vous qui faites les Jeux, etc. Sauf que les inspecteurs du travail, ils posaient cette question dès le début de la contestation en disant si on ne peut pas faire cet événement sans eux, alors ça s'inscrit forcément dans une relation de travail subordonnée. Donc il devrait y avoir un contrat de travail. Donc on voit qu'on arrive à des formes de... Pour moi, on arrive à un moment où il y a des formes de contradiction. On cache plus. Moi, j'ai beaucoup documenté, j'ai beaucoup parlé de déni de travail, j'ai beaucoup documenté la manière dans le monde associatif, mais aussi dans les services publics, quand on mobilisait le bénévolat, eh bien, on déniait le travail. C'est-à-dire, ce qu'on mettait en avant, c'était l'engagement, la citoyenneté. C'est pas du... Les féministes disaient, c'est pas du travail, c'est de l'amour. C'est ce qu'on leur répondait tout le temps, mais tu travailles pas, c'est de l'amour. Et donc, elle répondait, non, c'est du travail. Et bien, de la même manière, dans le monde associatif, moi, j'ai beaucoup entendu sur le bénévolat ou sur le volontariat, mais c'est pas du travail, c'est de l'engagement, c'est de la citoyenneté, donc voilà. Et parfois, on reprenait les volontaires en leur disant, dans le monde associatif, non, tu travailles pas, arrête de dire travail, t'es volontaire, t'es engagé, t'es citoyen, etc. Donc j'ai beaucoup documenté avec d'autres collègues ces questions de déni de travail. Mais là, avec cette enquête sur les JO, je ne peux plus parler de déni de travail parce que tout le monde reconnaît que c'est du travail. Tout le monde parle de travail. Olivier Dussopt, le ministre du Travail à l'époque, quand il fait l'introduction du guide du ministère du Travail, il dit on va regarder ici les conditions de travail des bénévoles. Étienne Taubois, qui dirige le comité d'organisation des Jeux Olympiques, il dit bien sûr qu'il va y avoir de la sélection, tout le monde n'aura pas la chance de travailler gratuitement pour les Jeux Olympiques. C'est pas moi, la chercheuse au CNRS, qui travaille sur le travail gratuit, qui dit travail gratuit, c'est lui qui dit travail gratuit. Donc, qui gère les bénévoles des Jeux Olympiques ? Le Workforce Department du COJOP. Bon, donc partout, en fait, on dit c'est du travail. Et on dit on ne pourrait pas faire cet événement sans. Donc on arrive à une espèce d'explicitation. On sort petit à petit du déni. C'est pour ça que pour moi, on arrive dans un moment de contradiction. Hein, parce qu'à un moment donné, si on reconnaît que c'est du travail, qu'on ne peut pas organiser ces événements sans ça, ben on en arrive à la question juridique, on s'y confronte, quoi. Donc oui, je pense qu'on arrive à une forme de stade suprême d'institutionnalisation et que j'espère que ce livre, mais pas que ce livre, la contestation quand même qu'il y a eu à ce moment-là,
Elle n'a pas été si forte, mais en même temps, moi, j'ai aucun moyen de le mesurer. Mais je pense que elle a quand même été entendue. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'elle est présente aussi dans le discours des bénévoles que j'interroge. C'est-à-dire que ils ont eu aussi été un petit peu alertés sur cette question, même si ils et elles sont heureux d'être là, même s'ils et elles voilà, assument leur travail bénévole au JO, etc., bah, peut-être que la contestation qu'ils ont pu entendre de près ou de loin, que certains leur ont posé aussi, plusieurs me disent, et même des salariés d'ailleurs qui sont aussi en uniforme dans les JO, qui ont des uniformes proches de ceux des volontaires, donc ils peuvent être pris pour des volontaires. Plusieurs me disent qu'à l'intérieur des JO, du public leur a dit « mais vous faites ça gratuitement, mais est-ce que c'est bien normal ?» etc. Donc cette interrogation sur les frontières du travail bénévole et des frontières du travail gratuit, elle a quand même été un petit peu explicitée. Elle n'a pas été prise à bras-le-corps par le monde syndical, mais elle a été prise à bras-le-corps par certains syndicalistes qui ont quand même réussi à faire monter l'enjeu dans leurs organisations. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des lignes qui ont bougé, comme me dit un militant de la CGT du 93, qui me dit « les lignes ont bougé ». Donc on n'a pas été complètement au rendez-vous pour celui-là, mais au moins la question, mais c'est une question qui est, voilà, qui est pas simple à attraper, cette question des frontières du travail. Surtout que le syndicalisme fonctionne avec beaucoup d'engagement aussi, donc c'est pas toujours évident de poser la question des frontières entre engagement et travail gratuit, mais on est à un moment donné du fonctionnement du monde du travail où ça devient nécessaire, à mon avis, de le faire. Et en tout cas, ton ouvrage nous aura un petit peu éclairé sur certaines de ces questions. Est-ce que pour finir, tu peux nous en conseiller rapidement 3 pour continuer à explorer ces sujets? Ouais, j'ai pensé à 2 livres qui m'ont accompagnée en fait pendant l'écriture de ce livre. Il y a le livre de Jules Boykoff, que je cite pas mal, qui est un chercheur américain, politiste aux États-Unis, qui est un ancien athlète, qui a d'ailleurs participé en tant qu'athlète aux Jeux Olympiques et qui est devenu un spécialiste mondial des Jeux Olympiques et de leur contestation et de la dimension économique et politique des Jeux. Et il a écrit un livre qui s'appelle Celebration Capitalism, le capitalisme de la fête, où il reprend les analyses de Naomi Klein sur le capitalisme de la catastrophe ou du désastre, mais il dit le capitalisme de la fête, c'est le petit cousin aimable, joyeux du capitalisme du désastre, mais il fonctionne de la même manière, il construit des moments d'exception dans lesquels on va dépasser toutes les règles de fonctionnement habituelles de nos régulations économiques et juridiques. Donc, il m'a beaucoup servi ce livre, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai l'impression que mon travail s'inscrit un petit peu dans cette analyse de Jules Boykoff. L'autre, c'est celui de Giulia Mancitieri, qui est une collègue anthropologue avec qui j'ai travaillé sur la question des masques, qui avait fait un très beau livre qui s'appelle « Le plus beau métier du monde », enquête sur les coulisses de l'industrie de la mode, et qui a beaucoup documenté ce paradoxe entre une industrie qui vend du luxe, du prestige, et qui repose beaucoup sur du travail précaire ou du travail gratuit. Et elle avait beaucoup analysé la manière dont on mobiliser les actrices avec cette idée qu'ils avaient la chance d'être là. Donc ils ne vont pas demander à être payés, ils ont la chance d'être là. Et cette chance d'être là, elle est très présente dans les discours aussi de mes bénévoles et même de certains salariés des JO. Et puis le troisième que j'évoquerais bien, c'est un livre qui vient de sortir, auquel j'ai eu la chance de participer, mais qui n'est pas de mon fait, qui s'appelle « De l'éducation au travail, en finir avec l'économie de la promesse », qui est publié aux éditions 369, et qui est la traduction et l'adaptation, la recontextualisation en français d'un manifeste qui avait été d'un manifeste manuel, je devrais dire plutôt, qui avait été publié en Angleterre en 2016 par les Precarious Workers Brigade, la brigade des travailleurs précaires, qui dénonçait la diffusion du travail gratuit dans les études et surtout dans l'entrée sur le marché du travail, et qui propose plein d'exercices pour rendre visible et contester collectivement et politiquement cette économie du travail gratuit qui s'institutionnalise de plus en plus sur les marchés du travail. Donc c'est un livre à la fois très intelligent, qui offre des outils pour s'approprier cette question et puis la travailler collectivement. Voilà. Maud, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors, Involontaire au JO, récit d'un conflit du travail gratuit, c'est disponible aux éditions textuelles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.